Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans le podcast PIB. Aujourd'hui, on a la chance, l'honneur et l'occasion d'inviter un courtier exceptionnel. Donc, c'est un courtier particulier qui va vous parler de produits spécifiques, qui va vous permettre de continuer à investir dans l'immobilier, de diminuer votre taux d'endettement, d'apporter des solutions à des problèmes que d'autres n'auraient pas résolus. Il y a énormément de choses, énormément de valeurs. Je vous invite à rester concentré puisque ça va être aussi un peu technique. Et sans plus attendre, on va lui donner la parole. Donc, salut Bernard Abatucci. Ouais, exact. J'ai bien prononcé? Oui, excellent. Ok, tu as des origines italiennes? Des origines corses, on va dire, mais ça dépend où on reprend l'histoire. Ok, Mais ça. bon, mes grands-parents étaient déjà belgo-belges, donc voilà, je parle pas italien. Je parle d'autres langues, mais pas l'italien. Super, merci. Ben, écoute, je te propose aujourd'hui donc de expliquer. Alors moi, j'ai un challenge un peu particulier parce que je trouve que tu as un profil particulier pour quelqu'un qui veut se lancer dans l'immobilier. Je te découvre, je découvre aussi l'organisme avec lequel tu travailles et je vois qu'il y a beaucoup de potentiel. Et je pense que pour quelqu'un qui se lance dans l'immobilier, c'est bien d'avoir toutes les informations que tu vas nous partager aujourd'hui pour comprendre qu'il y a moyen de faire beaucoup de choses dans les crédits hypothécaires, au-delà des crédits classiques qu'on fait dans les banques classiques, on va dire, au-delà des courtiers classiques, on va dire, qu'on voit dans des banques pour investisseurs. Tu apportes encore une flèche en plus sur un arc et qui peut être super intéressant. Et je pense que beaucoup d'entre vous ne savent pas qu'il y a d'autres leviers qui pourraient vous permettre d'avancer si vous êtes bloqué au niveau des capacités d'emprunt, si vous avez des projets d'investissement notamment à l'étranger, si vous avez des épargnes pension, donc tout ce qui est lié un peu au pilier 2 ou 3, je pense, si je ne me trompe pas, c'est ça. la pension belge. Donc merci de ta présence Avec plaisir. dans nos bureaux aujourd'hui. Et pour les personnes qui ne te connaissent pas encore, malheureusement, hein, on ne peut pas être parfait. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Certainement. Disons qu'après des études dans les sciences éco, je me suis dirigé vers la présentation et la promotion de produits financiers. J'ai toujours été dans ce domaine. Et maintenant, ça fait 23 ans que je suis chez PNV Assurance. Donc, c'est un organisme qui me convient et je dirais heureusement pour moi, cette activité a évolué avec le temps et aujourd'hui, on peut dire que j'ai deux activités principales. La première, c'est le crédit et c'est la raison pour laquelle je suis ici aujourd'hui, mais également une autre matière qui me tient à cœur, c'est l'épargne parce que les gens manquent cruellement d'informations et du coup, ils font très souvent des choix qui sont pas top, je dirais. Et donc, je m'occupe de toute la partie épargne déductible, donc c'est-à-dire l'épargne pension pour tout contribuable, l'épargne long terme pour tout contribuable, la PLCI, donc c'est en fait une épargne pension pour indépendants. Et by the way, on a reçu le trophée de la meilleure PLCI l'année passée. Super, donc ça c'est chouette. Je propose également des épargnes pension à des gérants de sociétés, ce qu'on appelle l'EIP. Donc là, il y a beaucoup de travail. Et il y a également beaucoup de travail pour toute la partie épargne non déductible, parce qu'il y a énormément d'argent qui traîne sur des comptes d'épargne qui ne rapportent rien. Et donc, mon idée, c'est d'expliquer aux gens qu'il y a possibilité de rentabiliser ces épargnes-là et en ce compris les épargnes enfants parce que c'est un produit qui a énormément de succès, mais les parents malheureusement font des mauvais choix. Très souvent, ils ouvrent un compte d'épargne classique à la banque et donc mon idée, c'est de leur montrer qu'il y a une alternative à cela qui est bien plus rémunératrice, qui est plus sûre. Mais bon, pour ça, il faut être au courant. Et ce qui est chouette, c'est que dans mon domaine, il y a des ponts entre l'épargne et le crédit. Voilà. Et donc, c'est ça qui est chouette, c'est que parfois, on parvient on va dire à l'exploiter des leviers qui étaient insoupçonnés. Et donc, j'aime beaucoup travailler dans ces deux matières-là. D'accord. Donc, pour résumer, ton expertise personnelle, c'est crédit, on va dire un peu plus, pas forcément exotique, mais un certain type de crédit. Oui. Donc, on va bien en parler ici dans ce podcast. Il y a le côté assurance et il y a le côté épargne aussi. Et tu fais pour employés, indépendants, chefs d'entreprise, et les familles, les gens qui ont des enfants, etc. Exactement. Ok, parfait. Alors, il y a quelque chose qui est particulier parce que ça fait 8 ans que je suis dans l'investissement immobilier. J'ai eu l'occasion de rencontrer beaucoup, mais vraiment beaucoup de courtiers.
Mais un courtier qui fait ça depuis 23 ans, je crois que c'est la première fois. Et donc, tu as eu l'occasion déjà de donner quelques présentations pour les membres élites, donc ceux qui cherchent des investissements Airbnb colocation haut rendement. Et je vois que tu as toujours une passion qui est animée après 23 ans. C'est quoi le secret? C'est quoi qui te passionne dans tout ça? En fait, c'est de participer, je dirais, à un projet de vie, souvent, de réaliser un projet. C'est finalement l'achat le plus important que les gens devront faire. Et c'est le seul domaine dans lequel on a de la reconnaissance de la part de nos clients. Si on propose une bonne épargne ou une bonne assurance, les gens vont souscrire, mais on ne peut pas parler de reconnaissance. Par contre, je dirais, réaliser le projet de quelqu'un ou sauver un bien, parce que parfois, je dirais, lorsque des gens se séparent, il y a lieu de racheter la part de l'autre, ce qu'on appelle la soulte. Le fait de pouvoir conserver son bien, c'est quelque chose d'essentiel, et pouvoir contribuer à cela, c'est valorisant, c'est enrichissant, et pas seulement d'un point de vue économique. Donc c'est ça qui me motive. Et puis sur la partie épargne, je gagne ma vie à faire en sorte que les gens gagnent la leur, voilà, parce qu'ils travaillent durement pour gagner leur argent, et ils souhaitent que cet argent leur rapporte, mais il manque d'informations, et donc moi c'est avec plaisir que je partage cette information, et au soir je me dis c'est chouette, j'ai gagné ma vie, mais j'ai fait en sorte que cette personne aura un meilleur avenir, et ça donne énormément de satisfaction en fait. D'accord. Voilà. C'est incroyable, merci pour ton retour, c'est assez touchant. Il y a Florent et moi, donc on a découvert la société avec laquelle tu travailles, donc PEV, qui propose des conditions pour un investisseur, donc immeuble de rapport ou même un projet classique, Airbnb colocation, avec des conditions exceptionnelles. Des conditions, je pense qu'ici, les auditeurs ne se doutent même pas que c'est possible. Est-ce que tu peux en parler un peu? Donc, c'est quoi un peu la particularité de PEV par rapport à d'autres banques? En fait, je pense que PNV s'est rendu compte que les jeunes avaient de plus en plus difficile à acheter un premier bien. Et si on regarde un petit peu les statistiques, on voit qu'en 2024, 62% des 20-35 ans habitaient encore chez leurs parents au moment où ils faisaient leur premier achat. Et si on regarde par rapport à 2017, c'est une progression de 38%. Donc ça veut dire que les jeunes ont de plus en plus de difficultés. Or, c'est le positionnement de PNV, les premiers acquérants, et je dirais les investisseurs. Et donc, ils ont, bouleversé le marché en offrant la possibilité d'aller jusqu'à 40 ans pour le crédit hypothécaire. 40 ans de durée. De durée, ça, exactement. Alors, je dirais que c'est déjà super pour les premiers achats, puisque les banquiers classiques se limitent à 25-30 ans. Donc, ça donne plus de possibilités. Mais ce qui est encore plus spectaculaire, je dirais, c'est si on compare par rapport à la durée classique pour les achats de rapport. Là, on se situe à 20 ou 25 ans. Donc, si le banquier que l'on a choisi propose du 20 ans et que nous, on propose 40, ça offre bien plus de possibilités. Et donc, je suis très content que cette société qui m'emploie se remette en question et essaye d'être le précurseur, parce que je suis intimement convaincu que dans les années qui viennent, d'autres financeurs vont nous copier, vont s'inspirer de ce que l'on a fait. Et d'ailleurs, j'ai été surpris d'entendre lors de votre week-end d'immersion qu'en Suisse, on allait jusqu'à 99 ans de crédit. Voilà. Et c'est pas étonnant, puisque en fait, plus les prix sont élevés, plus il faut avoir un crédit qui est adapté. Voilà. Et donc, il n'y a pas 36 solutions, il faut tirer sur la durée. Et est-ce qu'il y a des conditions particulières d'octroi de crédit? Est-ce qu'il faut un profil particulier? Être jeune, par exemple, 25, 30, 35? Est-ce que vous limitez en général, les banques, c'est plutôt 70 ans? Je sais qu'il y en a qui vont un peu plus loin, mais des crédits donc jusqu'à 70 ans, c'est-à-dire si on veut un 25 ans, c'est jusqu'à 55 ans. Est-ce qu'il faut des garanties derrière, ou c'est accessible à tout le monde? Alors, je dirais effectivement, la durée maximale est de 40 ans, mais il y a un deadline qui est de 70 ans. Donc, c'est vrai que si par exemple, c'est quelqu'un qui emprunte à 50 ans, la durée sera de 20 ans au maximum. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'il faut essayer d'emprunter au plus tôt pour pouvoir, je dirais, profiter de ce tremplin. Et ça va permettre, je dirais, de les accumuler. Parce qu'en fait, en règle générale, quand je parle de cette durée de 40 ans, la réaction
réaction spontanée des gens, c'est « Ah ouais, mais tu vas payer beaucoup plus d'intérêt. » Voilà, c'est humain, c'est normal. Mais je dirais que c'est un peu réducteur de limiter, je dirais, à cet aspect négatif, hein, puisque le fait de payer plus d'intérêt, c'est pas positif en soi. Mais je dirais qu'il faut regarder la situation de manière plus globale. Je dirais la première chose, c'est que grâce au fait qu'on va étirer sur la durée, même si on va payer plus d'intérêt dans le futur, il faut aussi tenir compte du fait qu'on va améliorer sa qualité de vie pendant 25 ans. On va payer 800 ou 850 au lieu de 1000. Donc ça aussi, ça doit être pris en considération. Le deuxième élément, c'est que quand on paye 800 ou 850 au lieu de 1000, ben, ça va favoriser l'acceptation. C'est inéluctable. Pour le taux d'endettement. Ouais. Exactement. Et tu sais acheter des plus grands bâtiments aussi. Exactement. Si on a un bon profil, je dirais qu'effectivement, plutôt que d'acheter un bien à 300 000, on pourra peut-être en acheter un à 350. Voilà, plutôt que d'acheter un appartement à une chambre, ça sera peut-être à 2 chambres. Et aussi, ce qui est super important, c'est que ça va avoir en fait un effet, je dirais, durable. Parce que si on a opté pour un crédit long terme dès le départ, eh bien, ça va favoriser le deuxième, le troisième et le quatrième crédit. Voilà, parce qu'effectivement, les banquiers successifs, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont demander, tiens, mais combien est-ce que vous payez pour votre premier crédit? Ben, on va dire 800 ou 850. Du coup, ça va favoriser parce qu'on arrive très, très rapidement à son degré d'endettement. Parce que les banquiers classiques, je dirais, qui limitent le crédit à 20 ou 25 ans, fait qu'on a finalement une mensualité qui est supérieure au loyer. Okay, donc finalement, on détériore sa qualité d'emprunteur. De plus que les loyers sont pondérés à 80%. Donc je vais prendre un exemple pour que les auditeurs comprennent bien qu'on arrive très très vite à son degré d'endettement. Imaginons quelqu'un qui a un salaire de 2 000 € et un crédit de 500. Donc là, on a un rapport charge-revenu de 25% qui est phénoménal. Un crédit voiture, par exemple, 500 €? On ne fait pas. Non. Imaginons un crédit hypothécaire. Voilà, pour la facilité du calcul. Ouais, okay. Je ne sais pas si on peut encore faire un crédit à 500 € par mois, mais juste pour que le calcul soit facile et compréhensible. Ok, imaginons que cette personne souhaite acheter un deuxième bien. Il a un deuxième crédit à 500 € et il a, par chance pour lui, un loyer qui équivaut à sa charge. Donc, c'est une opération blanche. Il se dit, génial, je vais avoir le même degré d'endettement. Ben, ce n'est pas vrai parce que d'abord, son loyer va être pondéré à 80%. Donc, ça veut dire que ses revenus pondérés, c'est 2000 plus 400, ça fait 2400. Et ces deux charges, 500 plus 500, ça fait 1000. Donc, au décompte final, on a 1000 divisé par 2400. Ça fait 42% de degré d'endettement. Donc, on voit que par un simple, je dirais, achat de rapport, on est passé de 25 à 42%. Et cette personne ayant pris goût à l'immobilier souhaite encore rééditer l'opération, eh bien, on va avoir 500 x 3 et on va avoir 2400 et 400, ça fait 2800. Et on atteint 52% de degré d'endettement et c'est malheureusement rédhibitoire. Donc, il faut dès le départ se connaître et savoir qu'est-ce qu'on a envie de faire. Est-ce qu'on a envie d'acheter un seul bien et s'en tenir à cela? À ce moment-là, il faut se diriger vers, je dirais, un financeur qui va proposer un taux très avantageux et il faut essayer d'opter pour une durée qui est très très faible. Donc ça, c'est excellent. Par contre, si quelqu'un veut développer un patrimoine immobilier, il a intérêt à essayer d'avoir la mensualité la plus faible possible. C'est ça. Donc si pour résumer ce que tu viens d'expliquer, donc tu recommandes, si j'ai bien compris, à quelqu'un qui veut se lancer dans l'immobilier d'avoir une stratégie quand il va acheter son premier bien et son deuxième bien. Et le fait de passer par un PEV, les conditions d'octroi, tu me diras peut-être si les taux sont normales ou plus élevés ou moins élevés, les durées plus longues peut augmenter les chances d'obtenir un crédit pour un deuxième ou un troisième du fait que la durée augmente, donc la mensualité crédit diminue et son taux d'endettement est plus neutralisé. Elle est plus... C'est ça l'idée? C'est exactement ça. Et je voudrais parler de mon expérience. Je dirais, je n'avais pas de stratégie. J'ai acheté mon premier bien et je l'ai financé en 15 ans parce que j'avais la même approche que, je pense, la majorité des acheteurs. Essayer de réduire la durée au maximum pour payer le moins d'intérêt possible. Et je n'avais aucune stratégie. C'est-à-dire que je voulais juste acheter un petit bien et j'étais content. Je me disais, ce sera un petit revenu complémentaire pour ma pension. Et puis, l'appétit vient en mangeant. Et je dirais, 1 an et demi, 2 ans après, eh bien, j'ai acheté un deuxième bien et je l'ai financé en 20 ans. Et puis, j'ai voulu réitérer l'opération une troisième fois, mais j'étais bloqué. Pourquoi? Parce que j'avais réduit artificiellement la durée. Du coup, ça avait augmenté, je dirais, la mensualité. Et qu'est-ce que j'ai dû faire? J'ai dû refinancer les 2 premiers crédits en 15 et 20 ans.
alors que le taux était plus élevé à ce moment-là. Donc j'aurais dû dès le départ mettre en place les conditions pour favoriser le deuxième, le troisième et le quatrième crédit. Voilà. Et je dirais un élément je dirais à prendre également en considération par rapport aux investisseurs potentiels, c'est qu'il ne faut pas commettre l'erreur de ramener à aujourd'hui tous les intérêts qui seront payés dans le temps. Parce qu'en fait, l'inflation jouera en faveur de l'emprunteur. L'inflation, c'est l'ennemi de l'acheteur. Hein, on n'aime pas l'inflation. Mais pour celui qui emprunte, c'est quelque chose de super. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on a une mensualité de 1 000 euros. Chez nous, ce sont des mensualités fixes. Okay, donc, ça veut dire que dans 25 ans, on paiera toujours 1 000 euros. Mais dans la pratique, ça représente quoi? 500 euros d'aujourd'hui. Et quand le contrat va se poursuivre, à 30 ans et 35 ans, la mensualité en tant que telle passera à 450, puis 400, puis 350. Donc en fait, je dirais, plus le contrat de crédit se poursuit, plus basse et moins important sera le poids de cette mensualité dans le budget. Par contre, c'est cette mensualité faible qui aura permis d'acheter un deuxième, un troisième et un quatrième bien. Okay, et en plus, ce qui est positif, c'est que, je dirais, les loyers, eux, ils vont être indexés et augmentés. La charge de crédit, elle reste identique. Les salaires aussi vont probablement augmenter. Exactement. Et donc, en fait, je dirais, le fait qu'on paye plus d'intérêts au décompte final sera largement compensé par le fait qu'on a beaucoup plus d'immobilier et qu'on a des loyers qui ont été augmentés avec le temps. C'est ça. Et potentiellement, si on loue le bien, les intérêts seront payés par les locataires au final. Oui, certainement. C'est pas de l'argent qui sort de la poche. Et aussi, un élément à prendre en considération, c'est qu'il faut être optimiste et positif dans la vie. Mais il faut aussi être prudent, être prévoyant, et que la vie n'est pas un long fleuve tranquille. On peut connaître une perte d'emploi. On peut connaître une incapacité de travail, une invalidité, un sinistre qui est pas couvert ou mal couvert, des travaux qui doivent être assumés, une naissance. On peut dire, mais pourquoi est-ce qu'on met la naissance dans la catégorie des mauvaises nouvelles? Je dirais que c'est une excellente nouvelle d'un point de vue humain, mais d'un point de vue financier, c'est un peu comme si on avait souscrit à un prêt personnel pendant 25 ans. C'est une charge. Ben oui, parce que finalement... pendant 18 ans. Comment? 18 ans? Non, il y en a certains, je dirais qu'on assume pendant 25 ans. Je dirais, s'ils sont aux études, ils sont toujours à la maison. Donc, oui, il faut se rendre à l'évidence. Moi, j'en ai eu 3, donc j'ai souscrit 3 prêts personnels pendant presque 25 ans. Et aussi, je dirais, on a une chance, c'est qu'un de nos enfants a fait des études universitaires, mais loin du domicile. Du coup, on a dû payer un cote. Donc, quand on prend en considération le loyer, les charges, l'alimentation, les assurances, le Minerval, la voiture, on en a pour 500-600 euros par mois. Et dans mon cas, malheureusement, je dirais, j'ai dû combiner cette augmentation des frais avec une invalidité permanente de mon épouse. Donc, ça veut dire des rentrées qui étaient en baisse et avec des dépenses qui étaient en hausse. Heureusement qu'après avoir mal choisi les durées au départ, j'ai opté pour des durées longues et ça m'a permis en fait de faire face à ces contre-coups, je dirais, ces contretemps de la vie. Parce que si on a l'eau qui se situe, je dirais, juste au bas des lèvres, il suffit d'avoir une petite vaguelette pour qu'on boive la tasse. Donc, l'idée, c'est de descendre le niveau de l'eau pour pouvoir faire face plus facilement aux imprévus. Et quand on a une durée longue, eh bien, on descend le niveau de l'eau. Super, mais merci pour ce message. J'espère que les auditeurs prennent conscience de la puissance des crédits et dans l'importance du fait de devoir anticiper ce genre de choses. Maintenant, la question à se poser, c'est est-ce que tout le monde est éligible ? Quelles sont un peu les conditions pour pouvoir contracter ce type de crédit? Donc, est-ce qu'on est dans des conditions classiques de financement? Donc, on parle de quotité 100%, 90%, 80%. Et est-ce qu'il y a d'autres conditions peut-être particulières, un âge où l'âge s'adapte en fonction de la durée du crédit? Est-ce que c'est comme les banques classiques au final? Alors, vaste question. Je dirais oui, c'est comme les institutions de crédit. Je dirais, on ne va pas se comparer par rapport aux banquiers, parce que les banquiers ont des conditions d'octroi qui sont quand même beaucoup plus strictes que les institutions de crédit, donc les courtiers. Donc, nous, on est là pour offrir des solutions, je dirais, au contraire des banquiers, pour qui le crédit est un produit d'appel, finalement. Donc, je dirais que nous avons des conditions tout à fait, je dirais, correctes
correct, voire même souple, à savoir que en dessous de 2 000 euros de rentrée, on va déjà jusqu'à 40% d'endettement. Okay. Dès qu'on dépasse les 2 000 euros, donc on a 2 050 euros, on va déjà jusqu'à 45% de degré d'endettement. Et dès qu'on a 3 000 euros de rentrée, ce qui est le cas quand il y a 2 personnes qui travaillent, on peut aller jusqu'à 50% de degré d'endettement. Okay. Donc, je dirais de ce côté-là, on est relativement souple, voire très souple. Voilà, il y a d'autres organismes qui vont encore plus loin, qui vont jusqu'à 60%, mais je dirais que c'est compensé par des taux qui sont quand même, je dirais, assez élevés. Donc, on a un bon rapport, je dirais, tarif et comment dirais-je, degré d'endettement. Je dirais pour le minimum vital, c'est 1 100 euros pour un isolé et 1 500 euros pour une famille. Donc, c'est tout à fait correct. Prendre en compte le PEB aussi? Le PEB, je dirais qu'on accepte tout, si ce n'est que si on a un mauvais PEB, il faudra, je dirais, faire les travaux pour l'améliorer de manière sensible. Okay. Voilà. Je dirais que c'est au-dessus de 400 kilowatts qu'il faudra, je dirais, envisager des travaux. Voilà. PEBE, je crois, en Wallonie. Oui, c'est ça. Donc, et en Flandre, il faut faire des travaux pour arriver à un PEB D dans les 5 ans. Mais ça, c'est comment dirais-je, une approche qui est commune à toutes les banques. Hein. C'est une directive européenne qui s'impose à tous les pays et à toutes les banques et les institutions financières. Donc, c'est partout pareil. Voilà. Au niveau de la quotité, je dirais, au niveau d'une habitation personnelle et occupation unique, je dirais qu'on se limite à 90%. Okay. Alors, je dirais que certains organismes proposent du 100%. Alors, c'est positif, mais il n'y a pas que du positif lié à la quotité de 100%, parce que d'abord, c'est rare à obtenir. Secondo, le tarif est plus élevé. Donc, ça, c'est à prendre en considération. Et surtout, les organismes qui vont le proposer seront beaucoup plus, je dirais, durs au niveau des acceptations. Et c'est logique, puisqu'ils prennent un risque majoré. D'abord, ils vont réserver ce genre d'opération à des PEB qui sont excellents. Or, c'est difficile de trouver un A ou un B en Belgique, ça c'est un. Deux, ils vont imposer des minimums vitaux qui sont beaucoup plus élevés. Ça sera 1 500 euros pour un isolé ou 2 000 euros pour un couple. C'est déjà moins évident à atteindre. Et je dirais il faut un rapport charge-revenu qui est maximum de 40%. Donc, c'est faisable, mais je dirais que ce n'est pas si facile à obtenir. Voilà. Donc, ça, c'est pour les primo-acquérants. Et pour tout ce qui est rapport, ça, c'est comme au niveau du marché, c'est 80% de quotité. C'est ça. Et les taux sont adaptés au taux du marché? Alors, je dirais que nous sommes dans notre benchmark. Hein, on est dans notre catégorie d'intermédiaire de crédit. Donc, on n'est pas, je dirais, sur le même positionnement que les banquiers. Les banquiers ont, je dirais, en règle générale, pour un premier bien, ils ont les meilleurs tarifs. Hein. Ils ont un funding qui est vraiment très, très avantageux puisqu'ils ne donnent rien au niveau des comptes épargne. Okay. Mais je dirais, ils sont très, très bons pour les primo-acquérants. Par contre, je dirais, ça déchante un petit peu au niveau du rapport. Donc, je dirais, en fait, on n'est pas vraiment concurrents, on est complémentaires. Un peu comme les supermarchés et les night shops. Voilà, on a un positionnement différent. Alors, je dirais qu'on se situe, je dirais, pour un premier achat aux alentours de 3,50 et aux alentours de 4% pour un achat de rapport. C'est ça. Donc, sachant qu'on fait cette vidéo en juin 2025, ouais. Donc les taux sont susceptibles évidemment de suivre la tendance du marché. Voilà, exactement. Okay. Mais je dirais que, et je ne sais pas si on l'a vraiment souligné, je dirais pour un achat unique, voilà, il faut se diriger vers la banque qui propose le tarif le plus économique, hein, le meilleur taux. Ça, j'encourage à opter pour cette formule-là. Par contre, celui qui veut acheter plusieurs biens, ce n'est pas le taux qu'il doit choisir. Il doit choisir quelle est la mensualité la plus basse qui va permettre, comment dirais-je, effectivement de les additionner. Et ça sera largement compensé par les biens futurs qu'on pourra acheter et les loyers qui seront majorés. Donc, il faut avoir un positionnement différent selon qu'on veut acheter un bien. Là, c'est le meilleur taux. Et si on veut avoir plusieurs biens, il faut avoir les meilleures mensualités. Ok, super. Est-ce que PEV fait des refinancements? Donc, si quelqu'un, par exemple, a déjà un patrimoine en privé, il te découvre, il est super intéressé peut-être de travailler avec toi. Est-ce que il y a moyen peut-être de refinancer son parc
son patrimoine immobilier. Ouais, ouais. Et est-ce que c'est quelque chose potentiellement que tu as déjà fait, que tu recommanderais pour certains types de profils? Alors, je dirais que je le recommande, voilà, surtout si la première option n'était pas la bonne. J'ai parfois rencontré des gens qui avaient fait un crédit hypothécaire sur 10 ans. Alors, c'est super, je dirais, à court terme, mais quand on veut en additionner d'autres, il y a pas le choix. Il faut refinancer. Et donc, du coup, ce qui est très, très positif quand on refinance, c'est qu'on ne va pas devoir tenir compte de l'hypothèque, mais du solde restant dû. Parce qu'en fait, je dirais, quand on veut faire un second rang, donc c'est-à-dire prendre une garantie complémentaire sur un bien qui a été financé dans un autre organisme bancaire, on va devoir tenir compte de l'hypothèque à 110%. Donc prenons un exemple bien précis. Si par exemple quelqu'un a acheté un bien à 200 000 et qu'il a financé 200 000, l'hypothèque sera de 220 000. Okay. Si le bien vaut aujourd'hui 300 000, on pourra prendre le delta, donc c'est-à-dire 80 000 au niveau d'une garantie complémentaire. Okay. Par contre, si le solde restant dû de ce crédit-là était de 100 000, okay, eh bien, si on le refinance, on pourra faire, faire appel à un second rang sur la différence qui va de 300 000 à 100. Donc, on a 200 000 d'effet de levier. Mais non pas sur l'ouverture de crédit initial qui était de 200 000 dans ton Exactement, exemple. 200 plus les 10% qui couvrent les accessoires. Donc, ça, c'est tous les banquiers qui appliquent cette formule-là. Donc, vous empruntez 200 000, mais il y a 220 qui seront pris en garantie. Donc, je dirais, le refinancement permet, je dirais, d'avoir un effet de levier qui est bien plus important et ça permet d'acheter bien plus cher, je dirais. Et on en profite pour allonger la durée, pour encore préparer au mieux le terrain. Incroyable. Et c'est incroyable. Et PEV se met en deuxième rang dans cette opération. Alors, on se met en deuxième rang si on ne refinance pas le premier. Oui. Mais si on refinance le premier, on sera en premier rang sur les deux. Sur les deux. Incroyable. C'est vraiment un levier de fou. Ouais, en fait, c'est génial. C'est incroyable. Depuis qu'on discute là, puisque je suis en train d'analyser ma situation avec toi, on a pas mal d'échanges d'emails pour le moment. Je sais que j'ai un dernier email que je dois te répondre. Ouais. Je trouve, en fait, tu m'as débloqué le fait de me dire, en fait, il y a de l'argent qui dort. Dans ce que je pense vraiment qu'il y a de l'argent qui dort, puisque il y a des crédits que j'ai remboursés depuis 5 ans, 7 ans, probablement 7 ans. Et en fait, je devrais utiliser ça. Et ça fait quelques années quand même que j'investis plus en privé et que je me concentre vraiment sur la société. Mais le fait d'avoir discuté avec toi, je me dis, ah ouais, mais en fait, je peux continuer, probablement, c'est encore à voir par rapport à ça. Donc, il y a déjà un levier PEV. Et deux, il y a un deuxième levier. Ce dont on va parler aujourd'hui, c'est tout ce qui est épargne, donc PLCI, EIP, épargne pension, épargne long terme, projection jusqu'à la pension. Donc ça, c'est un peu une deuxième branche que tu proposes. On va en parler juste après, mais c'est incroyable de se dire que même des coachs peuvent se faire coacher. Bien sûr, bien sûr. C'est génial. Alors en fait, il y a deux leviers que l'on peut actionner pour avoir, je dirais, un maximum de biens immobiliers. Soit c'est le cash, soit c'est l'immobilier. Mais en fait, il faut se rendre à l'évidence, c'est que quand on achète un deuxième bien, on n'a plus les droits d'enregistrement qui sont abaissés et on va devoir faire face à une, à une quotité de 80%. Je vais prendre un exemple. Un achat de 200 000 avec 30 000 euros de travaux pour atteindre une quotité de 80% avec du cash, il faudra donner 81 000. 81 000. Qui a 81 000 ? Il faudra 10 ans d'épargne pour avoir ça. Donc, en fait, on n'a pas le choix. Quand on veut faire un achat de rapport, pour la majorité des gens, on doit utiliser les briques. Et il y a beaucoup de gens qui sous-estiment cette possibilité, cet effet de levier. Il y en a certains, ils vont voir leur banquier, ils vont dire, voilà, monsieur, madame, pour cet achat-là, vous devez apporter 81 000 et rendre tout penaud à la maison en se disant, c'est pas pour nous. Mais en fait, il y a des organismes qui refinancent. Et c'est ce que moi, j'ai fait. À titre personnel, j'ai systématiquement financé non pas une partie, mais la totalité de l'opération. Donc, c'est-à-dire le prix d'acquisition, les travaux et les frais liés à ça. Mais j'ai mis ma maison en second rang et j'ai fait comme ça plusieurs fois l'opération. Comme ça, je n'ai pas dû m'appauvrir. Ça, c'est un. Et deux, j'ai aussi opté pour des durées longues. Comme ça, je ne diminuais pas ma qualité de vie. Je préparais de l'immobilier pour le futur, mais je continuais à profiter de la vie. C'est ça. La contrepartie, c'est que tu repars sur une durée de 20 ans, 25 ans. Pas de problème. Mais c'est pas grave. Ouais, pas de problème. Ça m'a permis
permis de les additionner. Et je voudrais profiter de cette occasion également pour souligner une... Prêche, Bernard. Oui, c'est le moment, c'est le moment. Voilà, c'est important, je dirais pour les auditeurs, c'est que en fait, la méthode de calcul du second rang, donc c'est-à-dire de prendre une garantie complémentaire sur un bien existant, qui nous appartient ou qui appartient aux parents, ça aussi c'est un effet de levier qui est super important. Je dirais lancer ses enfants dans la vie via un achat immobilier et qui ne démarre pas par de la location, c'est, je dirais, quelque chose d'extraordinaire. Et en fait, c'est un cadeau qui ne coûte pas aux parents, parce que quand ils doivent prêter ou donner de l'argent, c'est un effort financier. Là, ils vont simplement mettre leur maison en garantie pendant quelques années, le temps que le crédit s'amortisse et que le bien prenne de la valeur. Dès qu'on a 90% de quotité, on demande à la suppression de cette garantie immobilière. Incroyable. OK. Ouais. Et donc, au niveau du second rang que l'on pourrait faire sur un bien que l'on possède déjà, eh bien, j'ai le plaisir d'annoncer que PNV a le meilleur calcul, je dirais, de ce second rang. Alors, je vais essayer d'être clair, mais ce n'est pas évident à expliquer cette matière-là. En fait, je dirais la majorité, ce n'est pas la totalité du marché, calcule un second rang de la manière suivante. Ils vont mettre au numérateur l'hypothèque, donc pas le solde restant dû, mais l'hypothèque. Okay, donc, par exemple, un prix d'achat de 200 plus 10% d'accessoires, ça fait 220 000. Et imaginons que le bien ait une valeur aujourd'hui de 300 000, on va mettre ça au dénominateur. Okay, donc ça, c'est le système classique. Alors, en ce qui nous concerne, cette hypothèque de 220, on va en fait la soustraire des 300 000. Donc, on ne va pas avoir un numérateur et un dénominateur. Non, on va qu'avoir un dénominateur qui est plus faible. Okay, on aurait tendance à penser que c'est la même chose. Eh bien, ça n'est pas le cas. Grâce à ce système-là, on va avoir une bien meilleure fraction. C'est un petit peu comme si on comparait 2 tiers et 1 demi. 2 tiers, ça nous fait 66% et 1 demi, ça fait 50%. Voilà, donc la quotité est beaucoup plus basse, je dirais. Donc, ça nous permet d'avoir un effet de levier qui est bien plus important. Et c'est pondéré à 80% dans ton exemple? Alors, si c'est un bien de rapport, ça sera 80%. Mais on a bien plus de possibilités par ce système-là. Et ce qui est génial, c'est que quand on peut utiliser, je dirais, les 3 paramètres, c'est-à-dire longue durée ou très longue durée, un système de calcul du second rang qui est plus avantageux que mes confrères, et en plus un degré d'endettement qui va jusqu'à 50% dès qu'on a 3 000 € de revenus pondérés, eh bien, on peut dire qu'on est un bon partenaire pour le développement du patrimoine immobilier. Oui, énormément. Alors, je vais reformuler peut-être pour ceux qui sont en train de conduire et qui sont focus ce que tu viens d'expliquer. Donc, en gros, si vous avez un bien où il reste 200 000 à rembourser, votre bien aujourd'hui, il vaut 300 000. Pour X, Y raison, vous avez fait des travaux, le bien a pris de la valeur, le quartier a pris de la valeur. En gros, c'est comme si quand vous allez acheter un nouveau bien, vous avez 100 000 € de fonds propres en plus. Ouais. C'est ça l'idée. Ouais. Donc, c'est quand même incroyable. Et on peut financer du bien de rapport, on peut avoir une bonne durée et un taux raisonnable. Oui, c'est ça. Voilà. Ouais. Donc, en fait, beaucoup de gens sont riches de briques. Ils n'ont pas forcément beaucoup sur leur compte et il faut exploiter ce levier. Et il y a certains banquiers qui n'acceptent même pas ce deuxième rang. Ils n'accepteront ce deuxième rang que s'ils sont en premier rang. Donc, c'est un petit peu limitant. Et donc, c'est pour ça qu'il faut s'ouvrir, je dirais, l'esprit et de ne pas se cantonner à son banquier classique parce qu'il a certains avantages, mais certaines limites. Alors que les courtiers, on a tout de suite accès à 5, 10 ou 15 organismes différents. En fait, ce qui est incroyable, tout ce que tu expliques, je connaissais déjà. Je savais que ça existait. Mais j'ai l'impression qu'avec PEV, moi, le déclic que j'ai, c'est que vous avez un peu les voyants verts sur toutes les lignes. En fait, tu vois, des fois, tu as des banques qui prennent le solde restant dû, tu as des banques qui font une ouverture de crédit, mais toujours une contrepartie. Soit les durées sont plus courtes, 15 ans, 20 ans, soit les taux sont trop élevés, soit il faut un beau taux d'endettement, tu vois. Mais j'ai l'impression que PEV, ils ont tout. Belle quotité, ils prennent le solde restant dû, donc moins de fonds propres, taux d'endettement bien raisonnable, les taux aussi raisonnables. Et en fait, j'arrive pas à trouver, j'essaie d'être objectif, mais j'arrive pas à trouver la petite bête. J'ai l'impression qu'il n'y en a pas, mais en tout cas, moi, ce que je vous invite, c'est vraiment prendre contact par rapport à votre situation, revoir vraiment tout, parce que je suis sûr et certain, dans les personnes de l'audience qui nous écoutent, il y a des gens, probablement comme moi, qui ne savent pas, qui peuvent encore emprunter.
parce que peut-être on leur a dit des choses il y a 3 ans, il y a 5 ans, et qu'ils sont restés cantonnés sur ça, tandis qu'on a PEV qui a l'air de s'adapter à un marché, qui vise un public spécifique, qui est précurseur dans son domaine, et c'est un cadeau, c'est vraiment un cadeau qu'on a ici encore pour pouvoir avancer. Mais c'est pas pour rien que je suis déjà là depuis 23 ans, parce que si il n'était pas content de moi, il me l'aurait déjà fait savoir. Mais si je n'avais pas été content de ma maison mère, je l'aurais fait savoir aussi. Mais donc c'est justement parce qu'on a un bon rapport qualité-prix-service que je reste là et que sur le long terme, c'est positif. Yes, super. Est-ce que, avant de parler des assurances, tu voudrais rajouter une dernière chose sur les crédits, les leviers, les durées, les conditions? Oui, on n'a pas parlé du crédit bullet. Oui. Voilà. Okay. Alors, le crédit bullet, c'est peut-être un petit peu étranger à la majorité des auditeurs. En fait, c'est une formule de crédit un petit peu particulière qui prévoit que pendant toute la durée du crédit, on ne paye que de l'intérêt. C'est ça. Donc, je dirais sur cette partie du crédit, je dirais au terme, il faudra quand même rembourser ce montant-là. Okay, et donc, je dirais certains organismes proposent ce crédit bullet à des particuliers. L'inconvénient, c'est qu'ils les font sur une durée assez courte. Donc, on n'a pas le temps, je dirais, d'épargner avec un effet de levier suffisant pour pouvoir avoir cette somme au terme. Du coup, très souvent, il faudra le payer en cash, 50 000, 80 ou 100 000 euros. C'est pas évident. Au départ, on dit c'est super, mais quand il faut les sortir, c'est une autre paire de manches. Et donc, très souvent, il faut vendre le bien. Nous, on propose exactement la même chose, mais sur des durées beaucoup plus longues. Okay, donc, l'avantage, encore une fois. Donc, l'avantage, c'est que on va jusqu'à l'âge de la retraite pour cette reconstitution. Okay, du coup, cette reconstitution, donc c'est-à-dire cette épargne, elle est déductible fiscalement. Oui. Parce qu'on va jusqu'à la retraite. Et on se dirige principalement vers un profil d'indépendant, en personne physique ou en société. Ok. Un employé peut faire un crédit bullet? Il pourrait le faire, mais je dirais qu'il n'y a pas d'effet de levier. Il n'y a pas d'effet de levier. Pourquoi? Parce qu'en fait, il paye de l'intérêt d'un côté et on l'oblige à mettre de l'épargne de côté, mais qui va rentrer dans le degré d'endettement. Okay, donc, il n'y a pas vraiment d'effet de levier. C'est ça. Okay. Par contre, au niveau des indépendants en personne physique, c'est vrai qu'on va imposer, je dirais, une épargne pour que le capital soit là pour rembourser en une fois au terme. Okay. Mais quel type d'épargne, par exemple? Ça sera en PLCI. Donc, PLCI, c'est la pension libre complémentaire pour les indépendants. Alors, la première chose qui est sympa, c'est que l'indépendant va pouvoir déduire cela fiscalement et il va récupérer entre 55 et 63% des primes qui sont versées. Okay. Donc, c'est colossal. Secondo, ce qui est très positif, c'est que par rapport à son dossier, on ne va pas tenir compte de la prime qu'il doit cotiser. Donc, ça veut dire que son degré d'endettement par rapport à nous va être réduit. Donc, ça va favoriser l'acceptation de son dossier. Et lorsqu'il sollicitera un autre crédit dans le futur, eh bien, le banquier classique va tenir compte que de l'intérêt qu'il paye et pas de sa prime mensuelle. Donc, on propose ça aux indépendants en personne physique et on propose cela également aux gérants de société. Et là, c'est même encore mieux puisque cette prime d'épargne, elle ne va pas être cotisée par le gérant lui-même, mais elle va être payée par sa société. C'est l'EIP, ça. C'est exactement l'EIP, donc engagement individuel de pension. En gros, c'est une assurance groupe, c'est une épargne qui est constituée par la société pour son gérant. Au départ, c'est une épargne pension, mais plutôt que de profiter d'un capital au terme, eh bien, le capital payera en une fois le crédit bullet. Okay. Et il faut savoir que ceux qui n'optent pas pour cette formule-là, ils vont se rémunérer et la rémunération marginale va être fortement imposée parce qu'il va y avoir 20% de cotisation sociale. Donc, sur le solde de 80%, ils vont avoir une taxation marginale qui avoisine les 50%. Donc, ça veut dire qu'il ne reste plus que 40 par rapport à 100 € qu'ils ont reçus sur leur compte. Et c'est avec ces 40 qu'ils vont payer leur crédit et ce n'est pas déductible. Donc, en fait, c'est cher payé. Alors qu'il y a possibilité d'opter pour un raccourci et de faire en sorte que la société paye directement, je dirais, le crédit au terme, au travers d'un EIP. Et donc, ce qui est très chouette dans le cas d'un gérant, c'est qu'on va tenir compte que de la prime que de l'intérêt qu'il paye.
Donc, ça va réduire sensiblement, je dirais, la charge globale. On va plus volontiers lui octroyer le crédit. Donc, plus de possibilités pour ce crédit C. Et puis, ça aura un effet durable, puisque pour les achats futurs, c'est toujours la même chose. Il y aura une mensualité ou une charge globale qui sera plus basse. Donc, le crédit bullet, c'est aussi un autre effet de levier. Très, très intéressant. Et donc, si on est indépendant, chef d'entreprise, j'ai compris, ou même ceux qui font un crédit bullet chez PV, ils peuvent aller sur une plus grande durée, donc emprunter plus potentiellement. Ouais. Il y a des avantages fiscaux et aussi emprunter plus, puisque dans les calculs, on prend que en compte, si j'ai bien compris, le taux d'endettement des intérêts, la mensualité intérêt. Exactement. Et comment est calculé le montant qu'on peut emprunter par le crédit bullet? Est-ce que c'est toujours capé par le taux d'endettement ou c'est par rapport à la capacité à épargner dans les PLCI et les EIP? On va regarder quelle va être sa charge globale. En règle générale, on ne parvient pas à faire un crédit bullet pour la totalité du crédit. En fait, c'est un panachage. Il y a une partie de mensualité constante, classique, où on paye intérêt et capital, qui est complétée par un crédit bullet. Et on va regarder quelle est la mensualité qu'il paye d'un côté, imaginons 600, et l'intérêt qu'il paye d'autre part, 200. Donc, on va calculer le degré d'endettement sur 800. OK. Voilà, c'est sur base de ça qu'on va calculer. Et ça permet franchement de sauver certains dossiers ou simplement d'augmenter la capacité. Voilà, parce que je dirais par rapport aux gérants d'entreprise, ce qui est génial, c'est que par ce système-là, on réduit la charge globale. Okay. On ne tiendra pas compte de la cotisation qui est payée par sa société puisque c'est payé par la société. Okay. Et nous avons également une lecture tout à fait personnel de l'avertissement extrait de rôle, parce que les gérants en général n'ont pas des revenus énormes, hein, c'est ça le but, hein, quand on passe par une société, c'est de se rémunérer de manière modeste, je vais dire, et malheureusement c'est avec cet AER qui est assez faible qu'on doit faire des miracles. Okay. Eh bien, très souvent, les cotisations sociales sont payées par les sociétés. Okay. Eh bien, au niveau de PNV, ce qu'on fait, c'est qu'on va intégrer les cotisations sociales dans le revenu net. Si elles sont payées par la société. C'est incroyable. Voilà. Ouais. Et je dirais quand vous avez 2000 de cotisations trimestrielles, on en est vite à 8000. Et en plus, on va rajouter les charges professionnelles forfaitaires. Parce qu'en fait, tous les frais du gérant sont pris en charge par la société. Donc finalement, le gérant n'a plus de frais à faire valoir. Autrement dit, dans sa déclaration d'impôt, on voit charges professionnelles forfaitaires. C'est 1 000 ou 2 000 euros. Eh bien, on les rajoutera également à son revenu net. Et donc, je me souviens d'un dossier où c'était une dame qui devait justement racheter une Soult. Elle en avait pour plus ou moins 400 000 euros, la part de l'ex et le refinancement de ce crédit. Elle avait une rémunération nette sur base de l'avertissement extrait de rôle de 2 000 euros. Donc, tu t'imagines bien, 2 000 euros de salaire net pour financer 400 000, ce n'était pas possible. Donc, grâce à cette lecture particulière de l'avertissement extrait de rôle, eh bien, on pouvait considérer qu'elle gagnait 3 000 euros. Et en plus, elle passe dans les 50% taux d'endettement. Oui, et en plus, je dirais, je lui ai proposé le crédit bullet, donc sa société a cotisé pour elle, donc ça a abaissé sa charge. Donc, en baissant la charge et en augmentant le salaire, le dossier est passé. Incroyable. Donc tu gagnes 2 000 euros net, tu peux financer un projet à 400 000 voilà. grâce à cette lecture particulière. Okay. Voilà. Et voilà. En fait, il n'y a que du bon. Est-ce que PV, vous refinancez en crédit bullet aussi les projets? Oui. Ouais. Okay. Pour autant que la personne soit indépendante. C'est vraiment pas mal. Ça veut dire que tu peux avoir plein de portes de sortie. Ouais. Si tu veux te racheter la Soult d'une autre personne, vous avez dû vous associer pour X ou Y raison il y a des années. Ouais. Et voilà, chacun a ses projets de vie. Tu veux racheter la Soult de l'autre personne. Tu ne sais même pas que tu as les capacités. Et j'ai envie de dire, va voir PIV. Ouais. C'est vraiment pas pour jeter des fleurs, mais j'essaie de vous sensibiliser sur la puissance de cette découverte qu'on a fait récemment avec toi. Ouais. Et je trouve vraiment ça incroyable. Donc, merci pour tout ce partage. Et j'ai l'impression que tu veux ajouter encore. Ouais, je dirais qu'on a encore amélioré les choses. Hein. C'est qu'il y a 2 ans, on faisait cette reconstitution, donc c'est-à-dire que la société faisait une assurance groupe, donc un EIP pour son gérant. Mais à l'époque, quand on faisait un crédit bullet, c'était via de la branche 21. Et la branche 21 est un système de placement avec un rendement de l'ordre de 2%. C'est un petit peu l'équivalent des obligations.
Donc, l'effet de levier était, je dirais, un peu réduit. Okay, tandis que maintenant, pour du rapport, on peut le faire au travers de la branche 23. Alors, c'est quoi la branche 23? C'est en fait un fonds commun de placement qui est composé d'actions et d'obligations, ce qui permet en fait d'avoir un capital au terme bien plus élevé. Du coup, le crédit bullet sera plus élevé également. Okay, et mon travail consiste aussi à expliquer comment est-ce qu'on peut sécuriser le risque, comment est-ce qu'on peut le manager. Il y a plusieurs éléments qui peuvent être mis en place pour justement faire en sorte qu'on ne soit pas, on va dire, tributaire d'un crash, mais au contraire de gérer le risque. Et donc, c'est aussi quelque chose qui a été amélioré et donc c'est chouette. On est en évolution. Même si on est bien positionné, on continue à s'améliorer. C'est ça. Et j'imagine que c'est une des raisons pour lesquelles ça fait 23 ans. Tu vois vraiment leur adaptation, le fait qu'ils améliorent leurs produits, qu'il y ait une ouverture. Ouais. Et au final, par rapport à PEV, donc j'ai compris que c'est un positionnement économique par rapport au marché des crédits immobiliers. Mais est-ce que c'est pas trop risqué pour eux d'avoir que ce type de profil? Parce que des gens, non? Non, je dirais qu'en fait, on est confiant dans les placements que nous faisons. Et en plus, je dirais quand nous faisons, par exemple, une simulation en branche 23, il y a trois simulations qui sont faites. Il y a la prudente ou la pessimiste. Voilà. Il y a l'optimiste et il y a la neutre ou, on va dire, standard. C'est toujours sur la neutre qu'on va se baser. Okay, et donc, je dirais comme ça, on a une marge de sécurité. Okay, et puis rien n'empêche au niveau du gérant que dans 5-10 ans qu'il épargne un petit peu plus. Et en fait, ce qu'on va faire, c'est faire ce que l'on appelle un soft landing. Donc au départ, on a beaucoup d'actions dans le panier, mais au fur et à mesure des années qui passent, on va mettre les bénéfices acquis en sécurité. C'est un peu comme si on les mettait au surgélateur. Okay. Et donc comme ça, on va sécuriser petit à petit. Et en plus, ce qu'il faut dire, c'est qu'on ne le fait que via des biens de rapport. Okay, donc, ce n'est pas avec l'habitation personnelle des gens, c'est du bien de rapport. Donc, dans le pire des cas, on peut toujours vendre le bien tout à la fin. Okay, mais on peut également prendre des garanties complémentaires pour le delta. Donc, je voulais simplement souligner le fait qu'on a le choix, il n'y a aucune obligation, mais il y a soit l'investissement, on va dire, classique, qui est super sûr avec du rendement 2, et puis d'autres, ceux qui sont un petit peu plus ouverts à ce genre de choses, on a une alternative. Ok, parfait, super. Merci vraiment pour ce partage, ces pépites, tout ce que tu nous as donné. On va parler un peu des assurances. Tu as déjà touché un peu un mot par rapport aux épargnes pension et épargne long terme. Est-ce que c'est en quoi c'est un levier? Alors attends. Est-ce qu'il y a besoin de parler des assurances au final? Alors, je dirais que je ne parlerai pas des assurances, je parlerai plutôt des épargnes, parce que ça, effectivement, c'est un levier. Okay. Alors, je dirais que la majorité des contribuables ont bien fait d'épargner au niveau d'une épargne pension. Okay. Par contre, ce qu'ils ont sans doute oublié, c'est que c'est une case qui ne permet aucune avance. Donc, c'est super de se constituer une pension au travers d'un contrat d'épargne pension, mais si on le déduit en case d'épargne pension, il est bloqué, jusqu'à la pension. Okay. Par contre, si on fait une épargne pension dans une autre case fiscale qui s'appelle l'épargne long terme, là, il y a possibilité d'obtenir une avance qui correspond en fait aux 2/3 de la réserve, de la cagnotte. Okay. Donc, ça peut être intéressant de se dire, ah là, il manque 5 000 € pour finaliser mon projet. Eh bien, ça vaut peut-être la peine de demander cette avance. Pour ça, il faut avoir investi dans la bonne case et être conscient du fait qu'on peut demander une avance. Okay. Donc, voilà, ça c'est pour ces deux produits-là. Ce que beaucoup de personnes ignorent, c'est qu'il y a possibilité de demander une avance sur une assurance groupe. Okay, donc beaucoup de personnes sont salariées, profitent d'une assurance groupe pendant très longtemps. Eh bien, en général, de cette assurance groupe, il est possible d'obtenir 2/3 d'avance. Comment on peut savoir ça pour un employé? Il doit regarder son contrat de travail? Alors, je dirais qu'il y a deux possibilités. Enfin, déjà, on peut aller sur le site mypension.be. Okay, on regarde sur ma pension complémentaire. Et là, on voit les différentes assurances groupes qui ont été constituées au cours des temps. Okay, et le mieux, c'est de prendre soit de contact avec sa DRH si on est encore chez cet employeur-là pour dire est-ce qu'une avance est possible? Oui ou non? Si c'est oui, quel est le montant? Et quel est le taux d'intérêt qui sera demandé? Okay. Et une fois que l'on obtient cette information-là, si c'est positif, il faut en demander un écrit. Comme ça, on sait exactement à quoi s'en tenir. Et j'ai été heureux de donner cette information à un des participants de votre week-end d'immersion. Il avait, je dirais, une cagnotte, une réserve de l'ordre de 100 000 €. Et donc, il s'est informé auprès de sa DRH. Il a droit à 65 000. Intéressant. Ouais, donc, ça donne vraiment un effet de levier énorme. Et il ignorait complètement cette chose-là. C'est ça. Donc, c'est 65 000 qui sort en avance.
Ouais. C'est du cash. Oui, exactement. Ok. Voilà. Et donc, ça permet d'acheter directement, en fait. Ouais. OK. Cette avance est également possible au niveau de la PLCI. Là, on peut récupérer plus ou moins aussi les 2/3. Alors, petite question, quand on sort ce cash, il y a des conditions? Je dirais que ouais, il faut que cette avance soit de minimum 2500. On ne va pas demander une avance de Ouais. 200 euros. Voilà. Et alors, il y a un petit taux d'intérêt qui est payé. Voilà, je dirais en PLCI et EIP, c'est assez réduit. Je dirais c'est 1, 2 ou 3% à tout casser. Voilà. Je dirais pour l'épargne long terme, là, c'est plus élevé. C'est de l'ordre de 7%. Mais je dirais finalement, ce sont sur des montants assez limités et pour des durées assez courtes. Donc, voilà, c'est plus pour dépanner, je dirais, pendant quelques mois, 1 an ou 2. Et puis on rembourse au fur et à mesure. Et l'intérêt qui doit être payé sera réduit en fonction des paiements qui seront réalisés. C'est ça. Et ils demandent plus, c'est quoi le taux d'endettement, comme il y a un intérêt à payer? Non, je dirais, il y a pas de, il faut pas montrer patte blanche en fait. Hein. Ouais. Et il faut juste, je dirais, signaler et prouver que c'est pour de l'immobilier. Oui, c'est ça. Voilà. Donc même si la personne est fichée au chômage, ne travaille pas, ça ne sera pas analysé. C'est juste prouver que c'est pour de l'immobilier. Ok. Okay. Et dans l'espace européen, il me semble. Oui, exactement. C'est pour l'acquisition ou la rénovation. Ok. Voilà, dans l'espace économique européen, exactement. Donc ça, dans tout ce qui est épargne long terme, comme tu as dit, assurance groupe employé, épargne long terme, PLCI et EIP. Voilà, exactement. Et donc, c'est intéressant de discuter avec les gens pour dire, voilà, est-ce que vous avez un projet immobilier dans le futur? OK, ben, si vous épargnez en épargne pension, dans la case épargne pension, pourquoi ne serait-il pas judicieux de transférer vos investissements futurs dans la case épargne long terme si c'est fiscalement autorisé? Surtout que cette case-là permet d'aller jusqu'à 2450, alors qu'en case épargne pension, on est limité à 1050. Voilà, il y a parfois des gens qui disent, ouais, je suis au maximum. Je dis, oui. Vous êtes au maximum de l'épargne pension, mais il y a encore l'épargne long terme qui est à votre disposition. En fait, les gens, je dirais, dans le domaine de l'épargne, manquent cruellement d'informations. Et donc, c'est pour ça que ça me fait plaisir. Il y a vraiment un vide au niveau du marché. Il y a des courtiers en assurance qui sont très, très doués. Il y a des courtiers en crédit qui sont très, très doués. Mais très rares sont les spécialistes en termes d'épargne. C'est vraiment une activité complémentaire pour la plupart des conseillers financiers. Et c'est abordé en fin d'entretien en 10 ou 15 minutes. En ce qui me concerne, c'est le but de l'entretien. Voilà, et j'y m'y consacre pleinement 3/4 d'heure, 1 heure, pour que les gens comprennent les enjeux et fassent un choix en connaissance de cause. Ok, super intéressant. Et j'ai remarqué, alors, est-ce que ces montants qu'on épargne chaque année, peu importe, on épargne long terme, PLC, etc., changent chaque année? Donc, est-ce qu'on doit mettre à jour si on fait des ordres permanents, par exemple? Alors, je dirais qu'en général, ils sont indexés. Donc, la personne qui a atteint le plafond dans ces contrats-là, épargne long terme ou épargne pension, eh bien, il suffit d'activer l'option indexation automatique. Donc, si le gouvernement autorise un plafond supplémentaire, ça sera directement réalisé au niveau du programme. Maintenant, au niveau de la PLCI et de l'EIP, ce n'est pas possible parce que ce n'est pas limité à un plafond, parce qu'il n'y a pas de plafond. Moi, j'ai des clients qui ne sont pas autorisés à en faire parce que leur revenu est trop faible. Mais j'ai déjà pu calculer un EIP à 2 000 euros par mois. Donc, en fait, il n'y a pas un plafond, je dirais, dans l'EIP. Il y a un plafond en PLCI qui est, comment dirais-je, de 4 000 euros. Mais donc, ça dépend, en fait, de ce que les gens cotisent, en fait, au niveau des cotisations sociales. Ah oui, 4 000 euros, c'est déjà monté. Parce qu'il me semble qu'il y a quelques années, moi, c'était 2006, 2007. Oui, ça a bien augmenté. Ça a fort augmenté. Ça a fort augmenté. Ouais, c'est chouette. Ça, c'est top, ça. Ok. Super, mais vraiment, vraiment, vraiment intéressant. D'ailleurs, bon, moi, il faut que je augmente mes PLCI. Hein. Est-ce qu'on peut, si on a commencé une PLCI dans une société d'assurance, est-ce qu'on peut changer? Est-ce que c'est facile de changer de société d'assurance? Ouais. J'aime bien souligner le L de PLCI, pension libre, complémentaire, indépendant. Donc, on commence librement, on peut suspendre, on peut arrêter, on peut en avoir 2 ou 3. Voilà. Et donc, je dirais jusqu'à présent, c'est un produit qui est en fait particulier. Hein. C'est que toutes les banques et compagnies d'assurance qui le proposaient investissaient dans la branche 21, c'est-à-dire un placement qui est vraiment très, très sûr. Et
ce qui est particulier avec la PLCI, c'est que l'institution bancaire ou d'assurance est obligée de garantir au minimum les primes versées. Donc si finalement l'investissement, on va dire, a été foireux et que l'indépendant a versé 30 000 € et qu'au final on obtient 25 000, eh bien c'est la banque ou la compagnie d'assurance qui devra les puiser dans sa réserve pour apporter les 5 000 complémentaires. Okay, donc il y a une garantie de prime. C'est le seul produit qui l'impose légalement. C'est la raison pour laquelle les institutions bancaires et d'assurance ne vont proposer qu'un produit qui est hyper sûr parce qu'ils ne veulent pas prendre un risque. Par contre, l'année passée, ce que nous avons fait, c'est que nous avons donné la possibilité aux indépendants de consacrer 25% de leurs primes en branche 23, qui est en fait un fonds commun de placement qui est composé d'actions et d'obligations. On se dirige vers un fonds dynamique qui a un rendement de l'ordre de 5% par an. Et donc, potentiellement, ils vont avoir un rendement plus avantageux. Mais ce qui est super, c'est qu'on garantit toutes les primes qui ont été versées. Donc, malgré le fait qu'il y ait une volatilité, eh bien, c'est nous qui allons prendre le risque. Et c'est ça qui a fait que nous avons été élus meilleur PLCI l'année passée. Et c'est quoi les critères d'acceptation? Comment on fait pour faire partie des 25%? Il faut juste le demander? Alors, d'abord, il faut le demander, mais il faut avoir compris le principe de la branche 23. Je explique comment ça fonctionne. Mais en ce qui nous concerne, on a quelques garde-fous, si je puis dire. Il faut que le contrat dure au minimum 10 ans. Okay. Donc, c'est un engagement sur 10 ans? Non, la personne peut s'arrêter quand elle veut. Mais on veut dire, c'est qu'il faut que le contrat dure au moins 10 ans. Si la personne est à 3 ans de sa retraite, ce n'est pas possible, cette option-là. Mais par contre, si la personne est plus jeune, on peut le faire. Donc, il faut que le contrat dure au moins 10 ans. La deuxième condition, c'est qu'il faut accepter le fait que dans les 10 dernières années, la part de la prime qui est investie dans le fonds commun de placement va se réduire progressivement. Donc, quand on est très très jeune, c'est 25%, et puis les dernières années, ça diminue. Et puis la dernière condition, il faut accepter le fait que les 10 dernières années, on va vendre progressivement les actions pour les transformer en actions. On fait des arbitrages. Parce qu'effectivement, les actions, c'est notre meilleur ami au départ. Mais par contre, les dernières années, c'est notre pire ennemi. Parce que si on est face à un crash, eh ben, on va avoir une décote colossale. Donc l'idée, c'est d'investir pleinement quand on a 15 ou 20 ans devant soi. Mais les dernières années, on va effectivement réduire progressivement la part des actions. Et comme ça, c'est ce qu'on appelle le soft landing. Et on gère complètement le risque. Ok, incroyable. Dernière question, est-ce qu'on peut cumuler épargne long terme, PLCI, EIP? Est-ce qu'on peut tout avoir? Un gérant d'entreprise pourrait effectivement combiner les 4. EIP, PLCI, épargne pension, épargne long terme. Un indépendant en personne physique, donc qui n'est pas en société, ne pourra combiner que les 3. Et donc PLCI, épargne long terme et épargne pension. Et les salariés peuvent combiner épargne pension et épargne long terme. Ok. Et il y a des avantages, inconvénients? C'est une bonne stratégie de cumuler, tu penses? Alors, c'est une excellente stratégie, si ce n'est que, je dirais, les indépendants en société, donc les gérants d'entreprise, moi, je conseille plutôt de mettre la PLCI en suspension. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça va réduire les possibilités en EIP. Or, quand on est en société, l'objectif, c'est de faire supporter un maximum de charges par la société. Et aussi, ça va permettre de maximiser le crédit bullet qui sera possible dans le futur. Donc, quand j'étais en personne physique, j'avais les 3 produits, épargne pension, épargne long terme, PLCI. Okay. Mais une fois que je suis passé en société, j'ai suspendu la PLCI et j'ai souscrit l'EIP. D'ailleurs, ça a été une de mes motivations principales à passer en société, c'est de souscrire un EIP. Super. Merci beaucoup pour toutes ces informations, Bernard. J'espère que vous avez beaucoup apprécié son contenu. Donc, comment est-ce qu'on fait pour te contacter, pour te rejoindre, prendre rendez-vous avec toi? Donc, déjà, on va mettre tous les liens, si tu es OK pour toi, en description. Certainement. Voilà, il y aura des liens qui sont en description. N'hésitez pas à dire que vous avez rencontré Bernard grâce à la vidéo du podcast. Comme ça, il saura que vous avez déjà au moins quelques informations et que vous ne venez pas... sans aucune connaissance, sans aucun projet, etc. Et voilà, qu'est-ce que tu veux partager comme réseaux sociaux, contacts ou une adresse email qu'on mettra? Voilà, la dernière chose que je voudrais dire, moi j'adore rencontrer les gens, mais j'adore aussi être efficace, tant pour moi que pour les gens. Et je veux dire qu'il y a possibilité de s'entretenir à distance. Voilà, ça peut être par téléphone, ça peut être, je dirais, en visio. Et je pense qu'au niveau du crédit, les gens aiment bien être informés assez rapidement. Et donc, je dirais,
je les invite à me contacter. Je dirais, voilà, en général, je suis accessible au niveau de mon GSM et dans la journée, on aura un contact, je dirais, personnel. Vous me donnerez toutes vos informations. Si j'ai besoin de quelques renseignements ou documents, bien, je vous demanderai de me les envoyer. Mais très rapidement, je pourrai vous donner, je dirais, une faisabilité au niveau de votre projet, au niveau de PNV. Et si malheureusement, je dirais, vous ne correspondez pas aux critères ou que la proposition que je vous fais ne vous satisfait pas, eh bien à ce moment-là, je demanderai à mon collègue de prendre le relais et voir dans quelle mesure une autre possibilité pourrait vous agréer. Donc voilà, contacter ne coûte rien. J'espère que tout comme moi, vous avez apprécié ce podcast super enrichissant. Vous avez vu la puissance des produits d'investissement, les épargnes, les PLCI, indépendants, employés, que vous avez vu aussi le crédit bullet, enfin tout plein de choses, que vous avez pris des notes. N'hésitez pas de nouveau à le contacter. Et si vous aimez ce type de vidéo, n'hésitez pas à nous mettre aussi des commentaires, à lui poser des questions. Si vous lui avez des questions à lui poser, je vais lui transférer le lien pour qu'il puisse y répondre directement. Et puis, si vous aimez ce type de contenu, n'hésitez pas à nous soutenir en vous abonnant à cette chaîne, en mettant un like et on se retrouve dans une autre vidéo chaud patate pour vos investissements. À bientôt. Ciao. Pour plus d'astuces, pour les plus motivés, venez nous rejoindre pendant nos événements. Rejoignez la communauté Le Club Initiation. Les liens sont en description. On se retrouve sur terrain, chaud patate pour investir.